les billets pour Bali. Ça a marché? Est-ce qu'on part à Bali ou pas? C'est passé, on se casse à Bali. Ça y est, c'est le jour J, on part à Bali. Là on est en train de finir 2-3 trucs pour être sûr qu'on n'oublie rien dans les valises. Il est 9h45 et notre avion il est à 14h40, mais c'est le temps d'aller à l'aéroport, de poser les valises, blablabla. Putain, aujourd'hui on prend l'avion. Ça y est. Normalement quand je me mets là, il faut que tu attendes que le carré soit vert et ça va. Mais c'est vert. Voilà, et là normalement ça va me suivre. Et là du coup on est bien. On va faire l'aéroport. Demain on est à Bali. Bon les gars, du coup il y a 1 heure de retard d'avion, donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va attendre, comme s'il n'y avait pas assez d'heures déjà de vol. Et en plus on a 3 heures d'escale, donc ça va passer à 1h30, 2 heures, donc on va devoir sauter directement dans le 2e avion. C'est très chiant d'attendre, très chiant. Là, on embarque pour Bali. C'est la première fois que je vais en Asie. Par contre, là, on est parti pour 6 heures de vol et après 9 heures. Ça y est, on vient de sortir, on a fait 6 heures, on est à Dubaï, on est à l'aéroport de Dubaï. Il y a une escale très rapide parce que du coup on était en retard. On enchaîne sur un avion de 9 heures, je suis pas prêt. Ça y est, on vient d'arriver. On est arrivé à l'aéroport il y a 1h30, il y a plein de choses à faire en vrai quand tu arrives à Bali. Une fois que tu es posé, tu es bien, mais quand tu viens de l'aéroport, ouais, il y a plein de choses à remplir, plein d'informations à remplir. J'ai dû sortir le passeport 15 fois, mais là on est bon, là ça y est, on va direction la villa. On est arrivé hier, j'ai pas eu le temps de prendre des plans de la villa et tout parce que la caméra a été bloquée. Enfin, genre il y a un gros souci et je sais pas à quoi c'est dû. La caméra ne s'allumait plus, j'arrivais plus à l'éteindre, enfin c'était trop bizarre. Elle s'allumait plus et quand elle s'allumait, genre 20 minutes après, elle se rééteignait pas. Bref, c'était un peu galère. Donc j'ai eu un petit coup de flip parce que la caméra, je viens de l'acheter vraiment, c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est la DJI Osmo Pocket 3. C'est fait exprès pour vlog. J'ai l'impression que la caméra est quand même très fragile. Je pense que c'est un peu le point négatif. Peut-être c'est dû à l'humidité de Bali. Le problème c'est que si c'est dû à l'humidité, bah, je suis un peu dans la merde pour prendre des plans. On verra ce que ça va donner, donc je vais faire quelques plans de la villa.
We only have on the beanbag area available for the moment. Yes. Ok, j'ai aussi une annonce à vous faire. Je sais que pour certains, vous le savez, si tu regardes cette vidéo, que tu me suis déjà sur Instagram ou que tu es dans ma newsletter, tu le sais parce que je l'ai annoncé. J'ai décidé d'arrêter le mentorat. Et c'est important que tu le saches parce que si tu me suis depuis un certain temps, tu sais que, ou même depuis récemment, j'ai toujours parlé du mentorat. J'ai développé mon business. Quand j'ai démarré l'entrepreneuriat, je faisais déjà du coaching et je me suis associé à Mathis Maxence, que tu connais peut-être. On a créé le mentorat ensemble et donc j'ai toujours parlé au nom du mentorat en fait. Alors, je vais rentrer dans certains sujets dont peut-être j'avais pas parlé encore sur les réseaux, mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que 2021, donc quand c'était l'année où on a créé le mentorat, je pense que 2021 c'était une de mes meilleures années en tout cas. J'ai fait plein de choses. J'ai pu arrêter les cours pour vivre à 100% de mon activité. On a fait pas mal de choses avec Mathis et puis après Maxence. Ça, c'était mon premier objectif, de quitter les cours pour vivre à 100% de mon business. Donc j'ai réussi à faire ça. C'était une grande étape pour moi. Et derrière, on a fait nos premiers mois à 10 000, à 20 000 euros. Et quand on a décidé de s'associer avec Mathis Maxence pour créer le mentorat, on a fait notre premier mois à 100 000 euros de contrat signé. Et derrière, j'ai fait plein de choses. J'ai fait des voyages, je me suis expatrié en Estonie. Donc j'ai fait pas mal de démarches en Estonie. Donc en fait, toutes ces nouveautés qui se sont accumulées en seulement un an fait que c'était une de mes meilleures années. Et derrière, ce qui s'est passé, c'est que même si je ne le communiquais pas forcément tout le temps, mais 2022 et 2023, ça a été les pires années de... peut-être pas de ma vie, j'en sais rien, mais en tout cas, les pires années de mon expérience dans l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai eu plusieurs galères, mais ça, je pense que je le réserverai pour une prochaine vidéo si ça intéresse certaines personnes. Sinon, c'est pas nécessaire, mais peut-être j'en parlerai. J'ai eu pas mal de galères avec l'Estonie, pas forcément l'Estonie, le pays en lui-même, mais surtout à mon retour d'Estonie, quand j'ai décidé de revenir juridiquement en France, j'ai eu plein de galères. Et en gros, ce qui s'est passé, pour faire simple avant que j'en fasse une vidéo, ce qui s'est passé, c'est que pendant 6 mois, je devais vivre avec 600 euros, grosso modo, parce que c'était le dernier salaire que je m'étais versé en Estonie. Je m'étais versé le minimum. Je m'étais dit, ok, comme ça me laisse le temps de créer mon entreprise en France. Et en fait, rien à voir. Il s'est passé plein de galères et pendant 6 mois, je pouvais pas. Donc, on avait le mentorat qui tournait. On avait déjà créé la société, le mentorat, mais c'était Mathis et Maxence qui avaient créé la société. Moi, j'étais en Estonie. Il fallait que je revienne en France. Et en gros, pendant 6 mois, j'avais pas accès au compte du mentorat juridiquement. Donc, en gros, j'avais aucun statut. J'étais ni étudiant, ni au chômage, ni salarié, ni entrepreneur. J'avais vraiment aucun statut en revenant en France. Ce qui fait que aucune banque aurait pu me prêter de l'argent. Donc, en gros, j'ai dû demander de l'argent à Mathis. Et bref, ça a été une période assez compliquée. Donc, 2022, d'un point de vue finance, très compliqué. Donc, je me suis posé beaucoup de questions. Et 2023, pareil, ça a été une année clairement de stagnation. Mais pas que dans l'aspect finance, mais aussi dans la partie un peu inspiration au niveau du business. Et en gros, le premier point qui fait que j'ai arrêté avec le mentorat, c'est que j'avais de moins en moins de vision dans ce business. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a créé le mentorat, et même avant, j'ai toujours dans le business eu une vision grandissante, on va dire, dans le sens, surtout d'un point de vue argent. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je débloquais un palier, je voulais un suivant et je voulais toujours évoluer. Et dès que je passais un palier, j'étais excité par le prochain palier. Et là, en fait, c'était la première fois de mon expérience dans l'entrepreneuriat où, en fait, en étant dans le mentorat, j'avais pas forcément l'envie d'aller chercher plus d'argent, ça me faisait pas plus d'effet. Et ça, c'est dû à d'autres choses dont je vais parler, mais ouais, j'avais de moins en moins de vision là-dessus. Je me voyais pas développer la société à fond. Je voyais qu'il y avait quelque chose qui bloquait, mais je savais pas encore ce que c'était. Derrière, le problème qu'il y a eu aussi, c'est que pendant ces années-là, j'ai brassé beaucoup de vent, clairement. De base, moi, j'étais quelqu'un qui fonçait. Mes premières années dans l'entrepreneuriat, je voyais personne, je sortais jamais, j'étais tout le temps sur mon ordi à travailler. En fait, ce qui s'est passé, c'est que sur le mentorat, quand on a démarré le mentorat, j'avais toujours cette même philosophie, sauf que derrière, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a commencé à trop déléguer. Et dans l'entrepreneuriat, souvent, pour évoluer et avoir ce statut d'entrepreneur qui a réussi, entre guillemets, on va te dire qu'il faut que tu délègues au fur et à mesure et que tu sortes de l'opérationnel et que, en gros, tu t'occupes de plus rien. Vraiment la semaine de 4 heures pour ceux qui ont lu le livre. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que on a commencé à tout déléguer, sauf qu'on a trop délégué dans le sens où j'avais vraiment plus rien à faire. Mais comprenez qu'en plus, vous, quand vous déléguez, que vous avez l'impression de ne plus rien faire, dites-vous que nous, en plus, on est 3. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir tout délégué, on était 3 encore à pouvoir gérer des choses. Donc, j'avais vraiment plus rien à faire. Pour donner un exemple très simple, c'est qu'on a tellement délégué de choses qu'à la fin, on s'est positionné sur un seul poste. Donc, moi, je devais gérer l'équipe de vente, Mathis, la partie marketing, etc. Et par exemple, sur la partie
partie vente, bah derrière on a pris un directeur des ventes pour gérer notre équipe de vente, tous les closers et tout. Donc en gros moi j'avais vraiment plus rien à faire. Donc après on essayait de chercher des choses, mais je vais en revenir dans un autre point. Mais bon, vraiment je brassais de l'air, j'avais l'impression de rien faire de mes journées et tout. Et donc deuxième point, c'est que derrière, quand tu veux retourner sur l'opérationnel, quand tu remarques que tu as trop délégué et qu'en fait tu fais plus rien dans ton business et que du coup ça te fait chier, et bah tu ressens plus de complications entre guillemets à revenir dans l'opérationnel et de refaire des choses. C'est logique, c'est voilà, si tous les jours tu vas à la salle, bah, si tu arrêtes pendant 2 mois, bah, le jour où tu dois reprendre, tu auras l'impression que c'est impossible. Donc c'est exactement ce qui s'est passé pour moi, c'est que du coup je me disais bah, trop compliqué à revenir dans l'opérationnel, ça me donnait de moins en moins envie de faire des appels de vente parce qu'on avait déjà tout délégué. Et en plus je me disais bah, même si je le fais, en vérité j'aurais pas trop de valeur à le faire parce qu'on a déjà des gens qui le font pour nous. C'est qu'en fait je me forçais à faire des choses que j'avais pas forcément envie de faire, j'avais de moins en moins de choses à faire et les seules choses que je devais faire, bah, en fait je prenais pas de plaisir à le faire et j'ai l'impression de me forcer à le faire. Donc je voyais qu'il y avait quelque chose qui allait mal. D'ailleurs le deuxième point qui fait que j'ai arrêté avec le mentorat, c'est que être associé à 3 c'est quand même compliqué. Nous on n'a jamais eu de galère entre nous, de problèmes perso quoi que ce soit avec Mathis Maxence, on s'est toujours très bien entendu même encore aujourd'hui. Mais en gros le problème c'est ce que je disais juste avant, c'est qu'en fait bah, quand tu délègues, tu as de moins en moins de choses à faire et en plus quand tu es 3 associés, tu as encore moins de choses à faire. Et donc au début c'était bien, c'était la meilleure chose à faire de s'associer puisque ça nous a permis au début d'aller très vite, de faire pas mal de choses, d'aller beaucoup plus vite que nos concurrents. On a pu se faire connaître assez rapidement avec le mentorat alors qu'on était dans un milieu assez concurrentiel. Donc effectivement le fait d'être à 3, ça permet de faire pas mal de choses et de découvrir pas mal de choses. Sauf qu'à un moment donné, bah, tu commences à déléguer, tu commences à faire pas mal de choses et en fait je me suis posé et je me suis dit putain mais ce qu'on fait, bah, je pourrais le faire tout seul et ça m'éviterait d'être associé d'un point de vue juridique et finance. En fait je pourrais le faire tout seul. Tout ce qu'on a appris je pourrais le faire tout seul. Comme Mathis, tout ce qu'on a appris il pourrait le faire tout seul. Il pourrait lui-même créer un programme d'accompagnement pour aider les coachs à développer leur business et derrière pour vendre son programme il met de la pub, il met des closers derrière, il prend son équipe à lui mais sans avoir des associés. Troisième chose, il y a un truc compliqué aussi quand on est associé, je pense que tu le sais, c'est qu'en fait c'est compliqué d'être tout le temps d'accord, dans le sens où moi il y a des choses où je me dis mais pourquoi ils pensent comme ça, moi j'aurais plutôt fait comme ça d'un point de vue marketing ou d'un point de vue vente, et à l'inverse eux aussi pouvaient se dire putain mais pourquoi Thibaut il pense comme ça alors qu'il faudrait faire ça. Donc en fait quand t'es 3 c'est encore plus compliqué de prendre des décisions parce qu'il faut que tout le monde soit d'accord, alors que quand t'es tout seul tu peux très bien du jour au lendemain te dire bon bah ouais ça j'aime pas, on change, voilà tu prends tes décisions. Mais quand t'es associé du coup c'est plus dur à prendre certaines décisions, il y en a qui sont d'accord, il y en a qui sont pas d'accord et du coup bah plus compliqué aussi à avancer parce que ça fait ralentir le business forcément quand il y en a qui sont d'accord avec la stratégie, d'autres non, ça prend plus de temps en tout cas. Quatrième point c'est que bah, nos 3 rôles en fait nos 3 rôles pouvaient se déléguer entre guillemets, donc du coup on commençait à lancer des projets à côté pour dire que bah voilà on travaille, donc on a commencé à créer un logiciel, on avait d'autres projets à côté, on voulait investir dans d'autres choses, mais en fait je me dis putain mais on a tellement rien à faire sur le mentorat entre guillemets que du coup on est obligé de créer des projets à côté pour se dire qu'on travaille dessus. En fait ce qu'il faut comprendre c'est que, et d'un point de vue finance aussi, sur le mentorat on a beaucoup de frais, parce qu'on a des bureaux en présentiel, on a une quinzaine de personnes qui travaillent avec nous, des commerciaux, des coachs, des assistants, etc., donc on a beaucoup de frais et en plus de ça, parce que pour la plupart d'entre vous, vous avez des frais dans votre entreprise, mais en plus de ça, nous on rajoute 3 associés qui prennent un pourcentage. Et le dernier point qui fait que j'ai arrêté le mentorat, c'est que bah, de mon côté j'ai besoin de renouveau, c'est-à-dire que ça y est, j'ai découvert pas mal de choses dans l'entrepreneuriat, là on est à Bali en plus, j'ai repris la boxe récemment, donc ça fait partie aussi, j'ai des vrais objectifs autour de la boxe, donc vu que j'ai des projets perso et tout, bah, j'ai envie de le faire, mais de mon côté. Mais ouais, c'est pour toutes ces raisons, le fait d'avoir l'impression de ne plus être vraiment utile au mentorat, d'avoir trop délégué, de perdre au fur et à mesure cette passion, d'être associé à 3 et d'avoir beaucoup de frais, etc., qui fait que je me suis dit ok, j'ai envie de retourner un peu au basique. Aujourd'hui, sparring, c'est le premier sparring à Bali. On va leur montrer c'est quoi le niveau français, parce que le niveau français il est trop sous-estimé. Ça va être cool de faire des sparring. J'ai pris un truc avancé parce qu'il y avait un truc débutant, un truc avancé. Donc on verra. Boxing is a sport where you can never take anything for granted.